Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Jean-Pierre Roger, auteur de ce nouveau livre Afrique Adieu, mémoire d'un officier du secteur Afrique noire de la DGSE. C'est aux éditions Mareuil. Bonjour Jean-Pierre Roger. Bonjour monsieur Berkov. Bonjour monsieur Auger. Alors l'Afrique, hein, c'était effectivement le général de Gaulle lui parlait de l'Orient quand il disait dans l'Orient compliqué, vers l'Orient compliqué, je chevauchais ou je volais avec des idées simples. Et là, c'est plus compliqué hein, avec l'Afrique, effectivement. Et puis vous racontez. Alors un pan qui a duré des dizaines d'années, des décennies avant vous, et qui continue encore, mais de façon totalement différente, on en parlera, parce qu'entre l'Afrique et la France, la France-Afrique est morte, comme vous le disiez, depuis déjà 2 décennies. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On en parlera effectivement dans l'émission. Mais d'abord, je voudrais dire, votre livre est passionnant pour quelque chose. Entre autres, c'est que vous parlez du quotidien, de ce que c'est qu'un officier traitant. Donc, vous êtes arrivé au boulevard Mortier, le fameux boulevard Mortier, le centre de la direction nationale, de l'action générale de la sécurité extérieure, la fameuse DGSE. Donc, et le secteur Afrique noire, le SRN dont vous parlez, qui était fer de lance à l'époque du service recherche de cette DGSE. Et vous en parlez, effectivement. Et je voudrais savoir d'abord comment on devient officier traitant et votre vocation. Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a amené à cela? On peut pas vraiment parler d'une vocation. C'est parce que je ne connaissais pas les services. Avant d'y faire une petite visite, chaque année, les armées, nous avions un appel de la DGSE pour voir de quoi il s'agissait en fait. Ouais. Donc j'arrivais au terme du commandement d'une unité élémentaire, ce qu'on appelle une unité élémentaire, un escadron pour ce qui me concernait, ou une batterie, ou une compagnie. Dans quelle armée vous étiez? J'étais à ce moment-là à la Légion étrangère depuis plusieurs années. D'accord, très bien. Et donc c'était un beau commandement, j'étais heureux de ce que j'avais fait, de ce que j'avais connu. Mais l'avenir me faisait me poser des questions. La France, c'était la France l'armée des soldats de la paix, c'était l'ONU. Pour moi, il y avait les casques bleus. Les casques bleus. Ouais. Et bon, je trouvais que je serais peut-être pas si heureux que ça dans des états-majors, bien que le travail est certainement très bien. Et donc cette visite à Paris, à la DGSE, a été pour moi une révélation parce que j'ai croisé un homme qui m'a tout de suite séduit, un vieux colonel numéro 2 du contre-espionnage, et qui en une journée, en su de tous les visites, les visites à gauche, à droite, les questionnaires, etc. Voilà, a su quasiment me recruter. Donc vous êtes entré, c'est bien ça, si je ne m'abuse, je dis dans votre en 1985. C'est cela. C'est ça. L'été 85. Et vous êtes allé jusqu'en 2005 et vous êtes venu en 86, c'est ça, très vite officier traitant. Plus tard. Non, officier traitant, c'est un métier. Donc, on l'apprend, il y a des techniques. Le but d'un officier traitant, en fait, c'est de traiter. Alors, que veut dire traiter dans le jargon de la DGSE? Oui, c'est pas un médecin traitant. Hein. Voilà. C'est d'approcher quelqu'un qui semble en mesure de vous donner des renseignements secrets ou de se les approprier. Renseignements qui touchent à la sécurité même des Français et aux intérêts de la France. Alors c'est très intéressant parce que c'est un métier séduction quelque part. Tout à fait. Tout à fait. Non, parce que j'ai reçu il y a pas très longtemps Vincent Jauvert qui parlait de votre équivalent, enfin non, disons de l'espionnage russe en France.
Ce qui n'était pas, enfin, il y avait aussi l'équivalent de la DGSE, en fait. Sûr, vous voyez, le KGB de l'époque, etc. Et alors, justement, je voudrais rentrer dans le quotidien parce que c'est intéressant. Comment, donc, vous, ça a été l'Afrique tout de suite, enfin, l'Afrique noire. Donc, on vous envoie là-bas, vous êtes à l'ambassade, j'imagine. Enfin, premier poste en ambassade. Premier poste en ambassade, d'accord. Et vous êtes, alors, c'est quoi votre couverture à l'ambassade? Comme à peu près tous mes camarades de l'époque, on faisait ça pour ça, on faisait pas une grande preuve d'imagination, c'était deuxième secrétaire. Qui n'a pas été deuxième secrétaire, je sais pas. Il y a eu des milliers de deuxièmes, enfin des centaines de deuxièmes secrétaires, c'est bien. Alors justement, alors, vous le décrivez très bien dans votre livre. Comment ça se passe? Comment on approche? Comment on prend des renseignements en disant tiens, telle ou telle personne? Parce que, évidemment, vous êtes là pour ça, au service de la France, pour avoir effectivement des renseignements sur ce qui se passe, j'imagine, sur tous les plans, politiques, militaires, économiques et autres. Alors, comment ça se passe dans le quotidien? Comment vous approchez? Comment vous prenez vos marques? Et surtout, comment vous prenez contact? Il faut, lorsqu'on arrive en poste, on prend en compte, généralement, un certain nombre de sources qui ont été recrutées par les prédécesseurs. Donc ça, c'est un fonds de sources. Vous avez déjà, oui, un rapport. C'est un fonds de sources qui convient de renouveler parce que la politique du pays évolue, les sociétés aussi. Les régimes évoluent. Voilà. Enfin, Et donc, j'en reviens à ce qu'est un bon officier traitant. C'est avant tout un recruteur. Et tout le monde ne recrute pas bien ou ne recrute pas beaucoup, c'est comme cela. C'est un talent. C'est un talent en quelque sorte. Et je vous dis, et on se base sur des techniques qu'il faut également connaître, parce que sinon, on risque... Lesquelles, la première technique, c'est de mettre un pas devant l'autre. Dans mon livre, j'appelle ça comme à la varap. Vous savez, c'est-à-dire quand on grimpe une escalade, on cherche la 4e prise quand on est déjà bien sûr des 3 autres. Donc, il y a des erreurs à ne pas commettre. Ces erreurs, généralement, c'est d'aller trop vite, d'avoir fait un mauvais environnement de l'intéressé, de ne pas savoir à qui on a affaire et de la prendre à ses dépens. Plus des maladresses. C'est-à-dire si on lui remet pour la première fois un petit cadeau ou une petite enveloppe. Trop tôt, vous voulez dire. Voilà, et trop tôt et parfois... contre-productif. Ça l'est carrément si la personne le prend mal. On peut perdre comme ça un contact. Bien sûr. Mais alors oui, mais quand même, la technique des cadeaux, voire de monnaie sonnante et trébuchante existe partout. Bien sûr. Et donc elle est là. Mais c'est ça, il faut juger, évaluer, quoi. Alors il faut juger, évaluer, et j'ai eu cette chance extraordinaire, et je donne un chapitre entier à mon livre sur ce personnage que j'ai appelé Toussaint Santoni, qui avait, mais vraiment des talents extraordinaires. Je veux dire, la chance que j'ai eue, parce que lui partait en poste après, il passait pas sa vie à former des jeunes. Et la chance que j'ai eue de travailler 1 an avec lui, d'être son seul... adjoint, en quelque sorte, m'a permis d'apprendre énormément de choses et d'être beaucoup plus à l'aise dans les années à venir dans cette relation. Et surtout, on disait recrutement, c'est la séduction. Je veux dire, il faut vraiment séduire en quelque sorte la personne avec qui vous êtes. Parce que sinon... si la personne n'a pas envie d'être avec vous un petit peu, de discuter avec vous, ça va pas loin. Alors, ce Toussaint Santoni dont vous parlez, effectivement, donc, ce qu'il vous a enseigné, appris, et la séduction et donc la prudence, savoir effectivement évaluer le personnage. Est-ce que ça comprend, alors je voulais savoir, justement, on est en Afrique, est-ce que ça comprend d'aller au restaurant, d'aller dans les bars, je veux dire, comment on se lie, je ne dirais pas d'amitié, mais on se lie avec tel ou tel? Comment ça se passe? Alors d'abord, c'est une préparation, quand je vous disais qu'il y a des techniques. Il faut savoir où trouver son objectif, enfin où trouver sa cible. Donc il peut y avoir le hasard, mais bon, faut pas trop compter sur le hasard quand même. Mais peut vous faire rencontrer quelqu'un lors d'une rencontre sportive, mondaine, enfin de ce que vous voulez. Mais
il vaut mieux aller traîner dans, entre guillemets, dans un objectif où se trouve ce genre de personnage et de faire ce que l'on appelait une rencontre d'aspect fortuit. Alors, par exemple, donnez-nous un exemple que vous avez, un exemple, on dit, on va, un endroit où on peut trouver ce genre de personnage, c'est quoi? Je sais pas, par exemple, là, il me vient à l'esprit tout de suite, je voulais avoir quelqu'un dans le domaine économique et financier d'un pays, et j'avais un ami français qui travaillait dans cet objectif, enfin dans ce qui était pour moi un objectif. Donc nous avions parlé longuement de ce qu'il faisait, de qui il connaissait, de qui était sympathique, de qui était francophile. Et donc quand je suis allé dans cette banque, on va dire, j'avais déjà une idée assez précise de qui je voulais rencontrer. Donc j'ai trouvé un prétexte qui tenait à peu près la route pour le saluer, ne rien lui demander d'extraordinaire. Et puis voilà, la relation a été un peu suivie. Voilà. Et de temps en temps, parce que vous racontez beaucoup d'épisodes et d'histoires dans votre livre, de temps en temps, quand même, vous avez frôlé, il y a quelques incidents, je dirais, pour être en litote, quoi. Pour ne pas frôler d'incidents, certains s'y sont essayés avec succès, pas beaucoup heureusement. On peut rester effectivement dans son ambassade, écrire beaucoup de choses. Rapports, voilà, là vous touchez du doigt ce qui fait que un bon noté recruteur doit prendre non pas des risques, mais quand même doit prendre des initiatives. Bien sûr. Oui, et toute initiative comporte des risques, évidemment. Toute initiative peut comporter des risques qu'on limite lorsqu'on est capable de sentir que ça tourne moyennement bien et qu'il vaut mieux se replier en souplesse. D'accord, oui, c'est la stratégie. On va continuer à en parler. C'est la vie d'un officier traitant, la vie d'un chef de poste extérieur avec Jean-Pierre Roger. Pour le moment, on est en pleine Afrique et non pas dans l'adieu à l'Afrique. À tout de suite. Et puis vous aurez la parole évidemment 0826 300 300 pour poser toutes vos questions à Jean-Pierre Roger qui est notre invité jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Voyons, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il a été tour à tour officier de liaison auprès des autorités nigériennes durant la rébellion Touareg, conseiller spécial du président tchadien Idriss Déby, chargé de mission à la présidence ivoirienne sous les mandats d'Henri Konan Bédié, du général putschiste Robert Gueye, oui on se rappelle, sans oublier Laurent Gbagbo. Donc Jean-Pierre Roger, vous avez été effectivement non seulement témoin, vous le dites, mais en fait vous avez vu des présidents, des successions de présidents, de ministres, etc. dans cette espèce de comment on peut dire, quelquefois de lac calme et quelquefois de pétaudière qui a été l'Afrique, mais pas seulement l'Afrique, mais enfin là vous c'était l'Afrique noire. Et hors antenne, vous m'avez dit que, votre éditeur me disait que vous avez même retourné, ou en tout cas tenté de retourner, une journaliste de Radio France Internationale. Expliquez-nous. Bon, le terme retourner, oui, non, un peu particulier. En tout bien, tout honneur, évidemment. Voilà. Alors, pour pas l'accuser de machisme. C'est justement pour pas retourner que j'ai dû mettre un terme à cette relation. Si vous voulez, bon là, il vaut mieux en rire, mais les jeunes femmes de RFI, les jeunes journalistes à l'époque, je trouvais qu'elles étaient particulièrement efficaces et je me demandais toujours comment elles arrivaient à pénétrer un petit peu les milieux dirigeants africains avec autant de facilité d'être reçues par... Et donc, du coup, je me suis dit... Toussaint Santoni n'était pas pour rien, il m'avait orienté vers cet objectif et je suis allé traîner effectivement dans les couloirs de Radio France à l'époque et une rencontre d'aspect fortuit m'a permis de connaître cette jeune femme dont j'ai vite découvert qu'effectivement
elle était bien au fait de l'actualité africaine, notamment en Afrique centrale. Donc j'étais content d'avoir quelqu'un qui soit capable de me rapporter un certain nombre d'éléments qui intéressaient le service. Bon, il se trouve que c'était la première fois que j'approchais une jeune femme et je me suis rendu compte... Rassurez-moi, pas la première fois que vous approchez une jeune femme. Bon, enfin, voilà. écoutez, oui, mais une journaliste, une journaliste qui pouvait... Voilà, disons ça. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait un risque de dérapage sur le type de relation. J'avais beau dire que j'habitais chez une vieille tante à Paris qui voulait pas, c'est pour ça que je lui donnais pas de numéro de téléphone, on n'avait pas de portable à l'époque, pour ne pas être dérangé, que je donnais pas, que je payais parfois le restaurant, mais que parfois j'essayais de prendre discrètement la note pour pas... Bon, bref, elle, à mon avis, s'est rendue compte... que j'étais peut-être pas tout à fait l'homme que je prétendais être, et voilà, je me suis dit, il est temps peut-être de rompre. Et oui, parce que ça prenait une autre tournure. Voilà. Mais en fait, disons, à cette journaliste comme à d'autres, vous présentiez quoi, comme secrétaire d'ambassade, comme non, pas du tout. Pardon, avec elle, vous êtes présenté comme quoi, non, j'essaie de me rappeler ce que j'avais... trouvé, je travaillais... Vous étiez homme d'affaires, oui, dans les affaires, mais je me rappelle plus, je dois le dire, le préciser dans le livre. Non, j'ai pas noté, mais... voilà, c'était... Je m'intéressais à l'Afrique, au niveau commercial, je crois notamment, mais la politique m'était un peu étrangère. Alors, quelles étaient vos relations avec les gouvernants ou les présidents que vous avez connus? Là, vous en parlez longuement. Alors, les présidents, les gouvernants, etc. Il y en a avec qui ça s'est très bien passé. Il y en a, c'était plus compliqué. Par exemple, pour la rébellion Touareg, il est certain que les gouvernants nigériens à l'époque n'avaient pas beaucoup de considération, on va dire, pour les Touaregs en général et les rebelles encore davantage. Oui. Donc c'était un petit peu compliqué. J'ai eu de très bonnes relations et j'en fais état parce que l'homme aurait pu me balader un petit peu, il ne l'a jamais fait, c'était le président Idriss Déby, le président tchadien, et on en parlera peut-être d'ailleurs de cette bouteille de VAT 69 qui m'a permis de... Non mais racontez. Voilà, je remplace cette camarade 69, qui était près de lui, et dans des conditions un petit peu acrobatiques parce que le président avait refusé le nom de celui qui devait venir près de lui. Bon, pour des raisons... Comme conseiller, c'est ça. Comme conseiller spécial. Oui. Bon, et c'était un ami d'ailleurs, il était prêt. Et le préfet de Vatry à l'époque n'avait pas apprécié et surtout ne voulait pas renoncer à envoyer quelqu'un auprès du président parce que la situation était quand même très instable. Et le Tchad était un des pays sur lesquels la France bien sûr et donc je me présente devant lui avec un prédécesseur qui m'a pas forcément facilité la tâche. J'ai attendu une quinzaine de jours et nous nous sommes retrouvés enfin seuls. Et là, au moment où il me dit qu'il faut gagner sa confiance et tout, j'interromps un petit peu et je lui donne un cadeau, ce qui le surprend parce qu'en règle générale, on n'arrive pas avec un cadeau. Et quand il a ouvert le cadeau, c'était encore pire, une bouteille de whisky dedans, il y avait de quoi le surprendre. Et alors il me regarde un peu étonné et je lui dis, vous vous rappelez pas, président, lorsque nous étions en 83 là pour essayer de vous donner un petit coup de main contre les Libyo-coalisés qui attaquaient, et tout d'un coup, j'ai dit, vous m'aviez offert le thé, vous dirigiez les Fantes, vous commandiez les Fantes à ce moment-là, sous l'ère de Hissène Habré. Ah oui. Et nous, de notre côté, on formait vos équipages d'automitrailleuses, et vous m'aviez offert une bouteille de VAT 69, et j'avais assez apprécié, là, dans le désert. Eh bien, aujourd'hui, c'est à moi de vous l'offrir. Voilà. Et là, ça s'est détendu tout de suite, et je le dis dans mon livre, il était content de m'avoir, il se rappelait du capitaine que j'étais, etc. Comme quoi, là, voilà, comment se gagne la confiance. Il ne faut pas grand-chose, parfois. Oui, bien sûr. On va continuer de parler avec vous de tout ce qui se passe. Il y a quand même beaucoup d'autres exemples.
avec Jean-Pierre Auger, Afrique adieu. Et justement, on va dire pourquoi adieu à l'Afrique, parce que vous en parlez à la fin, mais je crois que c'est très important de dire pourquoi, selon vous, on en est là aujourd'hui, 20 ans après. Et avec vous aussi, évidemment, 0826 300 300. Il y a déjà beaucoup de questions aussi sur le Facebook Live de Sud Radio. On va essayer d'en prendre un maximum. À tout de suite sur Sud Radio. On revient dans un instant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jean-Pierre Auger, Afrique adieu. Mémoire d'un officier du secteur Afrique noire de la DGSE aux éditions Mareuil. Jean-Pierre Auger, quand même, vous dites, d'ailleurs c'est d'emblée dans votre introduction, vous dites ceci, alors on dit voilà, vous parlez des OT, les officiers traitants, et puis vous dites particularité africaine, écrivez-vous, les officiers traitants ont souvent plus à craindre de l'indiscrétion, voire de l'hostilité de certains de leurs compatriotes expatriés, affairistes douteux, diplomates, coopérants civils et militaires, que de leurs hôtes indigènes ou agents des services adverses. C'est gros ça, enfin ça va loin. C'est-à-dire en quoi... non mais il faut expliquer. Pourquoi c'est mauvaise volonté c'est quoi? Non, dans 9 cas sur 10, c'est de l'irresponsabilité, du bavardage, dire qu'on connaît le James Bond du coin. En parlant de James Bond, je me rappelle arrivant au Niger, ça faisait 3 jours que j'y étais, ou une semaine, et j'avais un fils qui faisait de l'équitation sur des chevaux nigériens qui, croyez-moi, étaient toniques. Et à ce moment-là, la dame qui s'occupait, qui était la patronne d'une expatriée, la première chose qu'elle dit devant tout le monde en me voyant chercher mon fils, ah voilà le nouveau James Bond. Donc vous voyez, c'est un exemple, mais que c'est compliqué de passer totalement inaperçu dans ces conditions. Ouais. Donc elle l'avait bien entendu de quelqu'un. Alors, je vous dis, 9 fois sur 10, c'est en fait par bêtise ou par... Ouais, c'est ça. En revanche, temps en temps, là, j'ai connu ça, des gens qui n'apprécient pas du tout votre proximité avec le pouvoir et qui, voilà, parlent un peu trop. Vous êtes obligé, de par votre fonction, de rencontrer des gens de pouvoir, bien sûr. On est quand même obligé de travailler. C'est évident, et avec eux. Alors, justement, on pourrait en parler pendant des heures de votre traversée. C'est pour ça que je lis. Lisez cela, lisez ce que c'était que cette France-Afrique. Alors, vous dites justement, je voudrais, justement, je vais vous citer d'ailleurs là-dessus. Vous parlez de cette France-Afrique et de ce que c'est devenu. Vous avez quitté donc en 2005. Cela fait presque 20 ans maintenant que vous n'êtes plus là. Et vous dites ceci, parce que c'est quand même intéressant. Ces 20 dernières années, la République l'Amérique française, bien sûr, s'est éloignée de ses anciennes colonies. L'entretien de relations privilégiées avec les chefs d'État africains a été délaissé. Et vous dites que c'est quand même assez grave. Effectivement, vous parliez, par rapport à votre Senghor, de l'émotion et de la raison. Alors pourquoi d'abord la République s'est éloignée, à votre avis, de ses colonies? Pourquoi il y a eu cette espèce de recul qui a fait qu'aujourd'hui, on voit ces dernières années ce qui se passe, les Russes, les Chinois, Wagner et compagnie par rapport à la France. Et on ne citera pas la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali et compagnie. Je voudrais avoir vraiment votre avis d'aujourd'hui. Oui. Moi, donc, je parle essentiellement d'une période que j'appelle le crépuscule de la France-Afrique. Parce que la France-Afrique a démarré, j'allais dire, dès les années 60, dès les indépendances, dès que le projet gaullien de communauté franco-africaine rénovée a échoué, la France-Afrique s'est installée.
Oui, au moment des indépendances des années 60. 60, c'est voilà, ça. 61. Donc là, 20 ans après, donc à partir des années 80, déjà, la France-Afrique n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Mais quand vous entrez dans le métier, c'était déjà le crépuscule. Pas tout à fait, non. Oui. Quand je suis rentré, on était quand même encore en plein dedans. Dans les années 80, on était en plein dedans. C'est à partir des années 90 que certaines choses ont évolué. Mais récemment, j'entendais quelqu'un qui est bien situé, qui a vécu longtemps, non pas en Afrique, mais au Quai d'Orsay, et qui me disait que les dirigeants actuels, c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup, enfin c'est normal, de relations avec eux, parce que en gros, ils présentent pas toutes les bonnes caractéristiques. C'est vrai qu'aller discuter avec un capitaine qui vient de faire un coup d'État, non, c'est pas simple, ça je le reconnais. Mais oui, mais enfin, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Alors ça, c'est une chose que j'ai envie de dire, c'est que nous, les coups d'État, on en a connu quand même beaucoup. Et ben, on a fait avec. Quelqu'un d'autre, d'ailleurs, après le destitué ou était élu après une période de transition, et la vie continuait. Mais il est certain que au départ de Jacques Chirac, je situe à peu près cela, Jacques Chirac avait quand même maire de Paris, il avait une cellule africaine pendant tout à sa botte. Oui, mais vous dites quoi? C'est-à-dire c'est un désintérêt, oui, c'est un manque de psychologie, c'est une négligence, ou carrément c'est une bêtise? Oui, là c'est... Moi je dis qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment pesé les conséquences d'une telle position, d'un tel non-engagement. Parce que les conséquences, maintenant, on va les percevoir. C'est-à-dire qu'on ne perd pas simplement de l'influence comme ça. C'est qu'on va perdre des marchés, on va perdre, au point de vue culturel, des liens qu'on a toujours eu. Cette Afrique, moi je dis, si on ne l'aime pas, on peut pas travailler avec. Avant, il y avait beaucoup d'expatriés. Maintenant, j'apprends qu'il y en a de moins en moins. Donc, ils avaient peut-être d'autres priorités. Il y a eu le terrorisme, j'en parle, c'est évident quand... bien sûr. Mais bon, le résultat, il est quand même... Et je renvoie à l'article que j'ai lu dans le Figaro avant-hier, qui s'appelle, je crois, c'est monsieur Nicolas Baverez. Ah oui, Baverez, oui. Oui, il l'intitule « La débâcle africaine ». Ouais. Et effectivement, on va dire en tant que citoyen, il y a un certain nombre de choses que C'est clair, mais attendez, vous dites, d'ailleurs, c'est très intéressant, vous dites vous-même, concernant le prétendu, entre guillemets, que vous mettez, recul de la démocratie en Afrique, je pense plutôt que la démocratie, au sens où les puissances occidentales l'entendent, n'a jamais réellement pris pied en terre africaine, à l'exception nuancée mais historique du Sénégal. Non mais là aussi, je veux dire, c'est bien de dire les choses. Ce n'est pas conspuer l'Afrique de dire que, effectivement, la manière dont l'Afrique voit la démocratie n'est pas du tout la même. Non, c'est pas la conspuer, au contraire, c'est la connaître. Parce que il y a une chose que nos dirigeants n'ont jamais, surtout après Chirac, je vous le dis, c'est que le rapport de force, il y a un lien à la force. L'Africain a un lien à la force. Depuis des lustres. Et par exemple, les partenaires qu'il se choisit, notamment en ce moment, comme par hasard, sont des régimes forts. Je pense que battre sa coulpe et à longueur de temps et la repentance exprès. Prenons le cas de l'Algérie, on va pas parler vous voyez ce que ça donne avec l'Algérie, plus on se repent, plus on se fait critiquer. Juste, vous connaissez Bernard Lugan, l'africaniste, enfin vous avez entendu parler de Bernard Lugan, qui connaît très bien l'Afrique. Et il a dit à un moment donné comment nous sommes devenus la colonie de nos propres colonies. Oui, mais malheureusement, on n'a pas les meilleurs, je crois. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est autre chose. Mais justement, donc la France-Afrique, pour vous, avant qu'on prenne des auditeurs, deux choses, mais rapidement je vous demandais, la francophonie,
pourquoi n'a-t-elle pas été, mais alors depuis des décennies, là c'est pas nouveau, encouragée comme il aurait fallu, alors que vous aviez des élites francophones et un peuple francophone, enfin vous le savez mieux que moi, bien sûr. Pourquoi ? Écoutez, je pense que la suppression déjà du ministère de la coopération de plein exercice en 1995 est peut-être pas tout à fait étrangère. Il y a l'AFD, l'Agence française de développement, je ne sais pas, mais je crois que là aussi, on a laissé un peu couler. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment. Et deuxièmement, il y a cela. Et puis pourquoi c'est une autre question. Le franc CFA, juste, à votre avis, c'est condamné ou pas aujourd'hui? Comment vous sentez ça ? Il est condamné s'ils arrivent à trouver une solution. Là, en ce moment, on travaille, la CEDEAO, enfin la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, travaille sur l'ECO, je crois, ça serait le nom de... Le Sénégal, le président sénégalais qui vient d'être élu disait il y a quelques jours que lui pensait à un franc, une monnaie sénégalaise qui pourrait s'appeler le Sénégal, donc, mais qui s'appuierait quand même un peu sur la CEDEAO. Là, je vous cache pas que je n'ai pas les compétences financières, Non, mais en fait, c'est lié un peu à ce déclin de la France-Afrique, ce crépuscule. Mais moi, je dis la francophonie, ça m'a beaucoup frappé, ce déclin aussi par rapport à ça. Esteban, je crois que nous avons des auditeurs. Et nous avons Franck qui nous appelle depuis Bordeaux, qui a une question pour Jean-Pierre Roger. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Bonjour Monsieur Berkoff, mes respects mon général. On vous écoute. Moi, je vous appelle parce que j'ai fait l'armée, j'ai été militaire. J'ai été recruté dans les services en 2001 par un certain Michel, pour qui j'ai travaillé en Irak. Et effectivement, je peux témoigner de ce que dit mon général, c'est que la France abandonne certains de ses agents, voire les élimine physiquement. Voilà. Voire les élimine physiquement. Moi, j'ai subi ça. J'ai subi ça. C'est extrêmement grave, et je pense que maintenant, il y a des gens qui ne sont pas contents. Parce qu'on les a laissés tomber, on les a laissés crever, et c'est extrêmement grave, mon général. Parce qu'il y a parmi nous des gens qui sont tombés. Et j'ai des frères d'armes à moi qui sont morts. Abattus par leurs propres responsables. Voilà, donc ça, je voulais dire que ça c'est terminé. Ensuite, je voulais dire, l'Afrique c'était un magnifique continent avant que les Occidentaux y arrivent. Il y avait des royaumes, c'était extrêmement riche, c'était populaire, c'était primitif, c'était sain. C'est jusqu'à ce que l'Occident vienne y mettre les pieds. Voilà. Moi et mes amis maliens, on est fâchés, mon général. Mes respects. Écoutez, ça, c'est votre opinion et vous avez tout à fait droit à votre opinion. Moi, je ne dirais pas que l'Afrique, c'était le paradis jusqu'à ce que l'Occident soit venu. Il faut quand même rappeler ce qui a été construit, ce qui s'est passé. Je crois que faut pas non plus tomber dans la repentance à l'envers. Je ne crois pas. Mais je crois que nous avons Marie. Oui, on va marquer une petite pause sur Sud Radio. La dernière, on est ensemble jusqu'à 14h et après nous aurons Marie qui nous appelle. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Jean-Pierre Roger, vous écrivez effectivement ceci en fin de votre livre. Quant à la France-Afrique, objet de bien des fantasmes décriés, reniés, jugés responsables de toutes les difficultés auxquelles nos anciennes colonies font face, une question mérite néanmoins d'être posée. Évidemment, vous allez passer pour un affreux réactionnaire en disant ça, en écrivant ça, mais non, mais vous posez une question quand même qui non seulement mérite d'être posée, mais mérite qu'on lui réponde. Que seraient ces dernières aujourd'hui, sans le soutien économique, financier, culturel, sécuritaire que la France était quasiment seule à leur apporter dans les années 1960 à 2000. En dépit de bien des erreurs, ingérences, compromissions, certes accompagnées du soutien avéré de Paris à nombre de régimes autocratiques et corrompus, évidemment, vous le dites, la France-Afrique n'a-t-elle pas largement contribué des décennies durant au maintien de la paix civile dans la plupart des pays du champ? Et vous dites, voilà, alors, oui, il faut rompre avec la France-Afrique, etc. Mais alors, pour faire quoi?
Alors rompre très bien, non, absolument. Et puis l'appui à des régimes. Mais enfin, il faut rappeler ce que disait De Gaulle. Un pays n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. La morale, oui, c'est important, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est la question à laquelle j'aimerais que nos gouvernants répondent maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la stratégie ? Moi, je propose puisqu'on ne retrouvera plus à court terme l'influence qu'on avait dans tous les pays d'Afrique francophone. Faut pas rêver. Je propose simplement de déterminer, d'identifier 2, 3 ou 4 pays sur lesquels on pourrait appuyer donner notre soutien économique, culturel. Et si ça marche bien, eh bien, cela irradiera peut-être que les pays voisins dans 5-6 ans, quand ils en auront marre des Chinois et des Russes, peut-être se rapprocheront de nous. Écoutez, espérons-le. En tout cas, ça la question est posée. Esteban, nous avons Marie qui nous appelle depuis Neuilly-sur-Seine en région parisienne. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour M. Berkoff. Bonjour mon général. Une question concernant un pays. Je dirais juste un mot parce qu'on a déjà traité. Jean-Pierre Roger, vous n'êtes pas général. Et non, je ne suis pas parvenu à l'être. Je me suis arrêté au grade de colonel. C'est déjà pas mal. C'est le colonel Auger, pas le général Auger, mais il n'y a pas qu'un problème, Marie. Allez-y, on vous écoute. Oui, il y a un pays qui me tient particulièrement à cœur, c'est le Niger. Et l'année dernière, ça fera 1 an, cet été, il y a eu un coup d'État. Le président Bazoum est toujours retenu. Il va être jugé pour haute trahison, apparemment d'ici 1 mois et demi. À votre avis, pourquoi on avait des forces en présence et pourquoi l'avons-nous lâché ? Jean-Pierre Roger. Là, je vais vous dire que je ne le sais pas, parce que nous avions des forces en présence, mais comme les mots employés souvent par nos gouvernants, c'est de dire que les opérations de la canonnière du passé, c'est terminé. Je crois que le président en exercice chez nous s'est trouvé face à un mur, c'est-à-dire à un pays qui n'a absolument pas envie de négocier ou de traiter quoi que ce soit. Donc, compliqué pour le gouvernement français, d'autant qu'il s'est raidi, d'autant qu'il a demandé à la CEDEAO, aux forces de la CEDEAO, c'est-à-dire notamment au Nigeria, d'intervenir à sa place. Donc, je suis le premier à le regretter, car ce pays est un pays qui nous est proche et où nous avons des intérêts communs. Mais justement, merci Marie. Oui, vous y ajoutez quelque chose, Marie, ou pas ? Non, elle n'est plus là. Marie n'est plus là. Non, le problème qui est tout à fait... vraiment, quand je lisais votre livre, il y a quand même une espèce... Et vous voyez, ça fait 20 ans, qu'est-ce que c'est dans l'histoire du monde ? C'est un clin d'œil, mais le paysage a totalement changé. Alors, on ne dit pas que la France n'est plus là, il ne s'agit pas de jeter le bébé France avec l'eau du bain russo-chinois. Mais quand même, enfin, ce qu'était la France il y a encore... du temps où vous étiez officier traitant et chef de poste, on a l'impression, alors de l'extérieur, hein, bien sûr, on ne connaît pas que c'est vraiment un passé, je dirais pas préhistorique, mais moyenâgeux. Oui, et puis il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu une démographie totalement incontrôlée et galopante, près de selon les pays, entre 50 et 60% de la population qui a moins de 20 ans. Il y a un islam conquérant, vindicatif, que j'ai connu déjà au Niger. Qui existait déjà. Qui est arrivé d'Arabie Saoudite, d'Irak et d'Iran. C'est-à-dire que j'ai vu les premières jeunes filles lapidées parce qu'elles portaient des jupes. J'ai vu les établissements de boissons à Maradi et Zinder, à l'est du Niger, détruits par des Israéliens. Les années 80, j'étais au Niger entre 89 et 93. Vous voyez, c'est pas 30 ans. Donc ça n'a fait que s'accentuer. Je l'ai vu au Niger, les premières femmes type Belphégor sponsorisées par l'Iran. Donc oui, les choses ont changé avec un islam qui est, je vous dis, non seulement vindicatif, mais xénophobe et qui développe la haine du blanc. Et en plus, qui distribue des écoles coraniques, enfin je veux dire partout. Oui. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a quand même une chose
que je tiens à souligner, qui caractérise les Africains en règle générale, c'est que ils attendent de leurs partenaires non seulement de l'écoute, mais qu'ils les comprennent. La démocratie à l'européenne, ce n'est pas traditionnellement, ce n'est pas culturellement, et j'allais dire, ce n'est même pas peut-être physiquement leur façon de concevoir le dirigeant du pays. Oui. Mais alors justement, c'est quoi? Enfin, est-ce que c'est encore, parce qu'on est un tribal, c'est la fonction, c'est tribal. Oui, alors, il y a des mots qu'il faut s'interdire de prononcer, l'ethnicité, le tribalisme, mais et il est vrai que dans les plus petits villages, il y a une forme de démocratie avec les sages. Ça veut pas dire les palabres. Les palabres, et puis on arrive à une décision collective. Donc ça, c'est vrai. En revanche, les gouvernances sont très spécifiques. Un gouvernant africain, il doit être fort, il le montrer et résister aux pressions étrangères. Nous, on ne comprend pas que la démocratie, alors pourtant Dieu sait que l'Afghanistan, l'intervention en Afghanistan, pour parler d'un autre continent, c'est pareil. Nous avons, je crois, oui, nous avons Bendela qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Bendela. Oui, bonjour Bendela. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour tous les auditeurs et Bekoff, c'est un plaisir pour moi d'intervenir sur votre émission. Je souhaiterais intervenir en fait au sujet de tout à l'heure là, il y a une citation que vous avez faite. Avant de poser ma question, je souhaiterais faire un allumé de vue. Vous avez dit que comment nous sommes devenus les colonies de nos colonies. Non, c'est Bernard Lugan, qui a dit comment nous sommes devenus la colonie. C'est Bernard Lugan, l'essayiste africaniste, que comme nous sommes devenus la colonie de nos propres colonies. De nos propres colonies. Moi, ma question, elle est pertinente. Je voudrais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que c'est, je dirais, l'autorité, parce qu'on parle d'autorité et que l'Afrique, si vous voulez, se réfère aux pays autocrates, est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est le manque de respect vis-à-vis du continent africain, en général de l'Occident, pour ne pas dire de la France, qui est à la cause de ce sentiment de rejet aujourd'hui des pays africains. Parce que comment pouvez-vous faire une citation en disant que comment nous sommes devenus la colonie de nos colonies? En termes, on considère encore l'Afrique telle une colonie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devrions commencer, pour éradiquer le déclin France-Afrique, commencer par voir les Africains tels qu'ils sont. Vous avez mentionné tout à l'heure là que l'Afrique, quand le jeune soldat qui a appelé tout à l'heure a mentionné qu'on élimine nos propres agents, vous avez mentionné que l'Afrique c'était pas l'Eldorado, il n'y avait pas une civilisation. Mais mes amis, j'aimerais que vous reveniez un peu en arrière à l'histoire. Prenez en compte l'Égypte. Prenez en compte les ex-empires africains qui ont été détruits. Pensez-vous vraiment que c'est l'Occident qui a ramené, qui a apporté la civilisation en Afrique? Vous le pensez vraiment? Bien sûr, non, mais je vois très bien, Mandela. C'est tout le problème du choc des civilisations qui a apporté quoi? Il est hors de question de dire, il s'agit pas de dire supériorité de l'un ou de l'autre. Il s'agit de dire simplement ce que disait le colonel Auger. Chacun a apporté quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on renie, c'est-à-dire où on dit oui, l'Afrique c'était rien et c'est imbécile avant qu'il y ait l'Occident, enfin la colonisation, et c'est complètement imbécile, et où on dit ah oui, mais les Occidentaux n'ont fait que piller, etc., et ils n'ont rien apporté. Mon cher Bekoff, je pense que tout ce que la civilisation actuelle a aujourd'hui, il le doit au continent africain. Donc ne venez pas nous dire, moi je suis d'origine... Non mais attendez, moi je veux bien, on va pas une discussion, ne me dis pas que tout ce que le monde donne aujourd'hui, c'est l'Afrique. Il n'y a pas un pays ou un Occident, moi je refuse sereinement manichéen de dire c'est comme si je disais, tout ce qui compte aujourd'hui, c'est l'Occident qui l'a apporté. Arrêtez cette espèce de cliché. Qu'est-ce que vous voulez nous faire mais croire, écoutez, de 1920, vous l'avez mentionné monsieur tout à l'heure là, vous avez dit que la civilisation, qu'est-ce que nous avons porté à l'Afrique?
leur fasse du bien. Moi, je pense pas que 400 ans d'esclavage nous ont fait du bien. Non, mais l'esclavage, l'esclavage, vous savez très bien qu'il y a eu plusieurs traites négrières, cher Bendela. Il n'y a pas eu que l'esclavage occidental. Il y a eu l'esclavage africain et l'esclavage arabo-musulman. Vous êtes d'accord? Là, on parle de l'Occident. Non, il y a eu 11 millions de Noirs castrés, Bendela. Vous le savez, ça? Si vous voulez, 11 millions de Noirs castrés par la civilisation. Vous savez? Si vous voulez bien, on peut en parler. Mais là, on parle de l'Occident. Non, mais d'accord, on peut parler de tout. On ne va pas prendre, non mais, on va pas, écoutez, appelez-nous, moi je suis pour la discussion, rappelez-nous là-dessus, mais encore une fois, pas de manichéisme, pas de, ceux-là c'est les bons et ceux-là c'est les mauvais. On n'a jamais été sur cette ligne, chacun a sa civilisation et apporte des choses, mais de grâce, je vous en supplie, ne dites pas, il y a les bons et les mauvais. Et sur les traites négrières, rappelez-nous, on en parlera quand vous voulez. Voilà. Bon, c'était... Je suis absolument, mais il fallait le souligner, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Jean-Pierre Roger d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre Afrique Adieu, mémoire d'un officier du secteur Afrique Noire de la DGSE. C'est publié aux éditions Mareuil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci André Berkoff d'avoir animé l'émission. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Merci. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.